Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce 11e numéro du MAG, le premier du nom MAG ID. On est ravis de vous accueillir pour ce nouveau numéro. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Ce 11e numéro a donc pour thème la restauration responsable, ce qui implique pas mal de questions auxquelles nous allons donc tenter de répondre pendant ce MAG, ce webinaire d'une heure. Comment les DET que vous êtes et les entreprises s'adaptent aux nouvelles réglementations dans leurs offres de restauration pour favoriser la réduction des déchets, favoriser l'économie circulaire, etc., etc. Quelles sont les solutions que vous avez trouvées, les idées, les pistes à suivre pour concilier les offres et les objectifs RSE? Alors, nous allons donc pendant cette heure répondre à toutes ces questions avec le sommaire suivant qui va s'afficher sur votre écran. Tout d'abord, l'édito que je vous propose dans quelques instants. Ensuite, je donnerai la parole à Mario Fernandez, notre responsable études et prospectives, qui nous fera un point sur les dernières réglementations qui ont beaucoup évolué ces derniers temps et qui vous concernent donc vous. Ensuite, nous accueillerons nos invités du jour, Martin Gessler, qui est directeur de la logistique interne à la présidence de l'Université de Lorraine, et Manuel Martins, directeur adjoint de l'environnement de travail pour Danone France. Avec eux, nous ferons un retour d'expérience pour voir quelles actions ils ont menées pour favoriser la réduction des déchets alimentaires ainsi que des contenants. Nous serons ensuite rejoints par Cyril Marcer, qui est le dirigeant de C-Multiserve, qui a été récompensé au dernier trophée de l'Arseg ID en novembre à Cannes, en recevant le prix spécial du jury pour son innovation, la Cantoche. On en parlera, une restauration repensée dans son entreprise. Ensuite, nous partirons faire un petit tour au Japon pour voir comment la restauration d'entreprise donne envie aux salariés de revenir au bureau. Et puis, nous découvrons aussi quelques découvertes originales. Enfin, nous terminerons en beauté avec Clémentine et Chloé, nos Wonder Woman de la com, pour passer en revue l'actu de l'idée. Bref, à tout moment, vous en avez peut-être l'habitude, si ce n'est pas le cas. Voilà, je vois déjà que vous êtes en train de réagir sur la partie de chat, sur le côté. Vous pouvez nous envoyer vos petits coucous, vos petits messages, vos questions tout au long de ce MAG, bien évidemment, seront les bienvenus pour réagir. Et puis, on vous posera tout à l'heure quelques questions de notre côté, un petit sondage. Mais pour le moment, on va rentrer dans le vif du sujet, donc de notre sujet de la restauration responsable avec mon édito. Voilà, je salue d'ores et déjà Patrice qui est là, il y a Frédéric, il y a Sébastien, merci à vous d'être là. Mon édito donc, pour débuter ce numéro, je voulais partager avec vous un premier chiffre qui nous concerne tous, je trouve très significatif. C'est l'ADEME qui a publié ce chiffre du gaspillage alimentaire qui représente, écoutez bien, 10 millions de tonnes de nourriture gâchée par an en France. Pour tout le monde, les individus, les entreprises. Vous voyez le détail d'ailleurs de la répartition de ce gâchis. Je rappelle d'ailleurs, pour illustrer les chiffres que nous voyons, que depuis la loi qui a été promulguée en février 2020, la loi visant à lutter contre le gaspillage, à renforcer l'économie circulaire. Vous avez des obligations en tant qu'individu auxquelles vous devez répondre, mais l'ensemble des ménages, d'ailleurs, devront aussi être équipés, par exemple, de bacs à compost dès le 1er janvier 2024. Voilà, c'est significatif. Il vous reste donc moins d'un an pour être soumis à cette nouvelle obligation. Pour les entreprises, les obligations sont déjà en place, bien sûr. On va en reparler dans un instant avec Mario pour réduire le gaspillage et les déchets, ce qui est devenu d'ailleurs une priorité pour tous, pour respecter la réglementation, mais aussi répondre à des enjeux évidents, qu'ils soient éthiques ou économiques. Alors, au premier chef, c'est le cas de le dire puisqu'on parle de restauration, les entreprises s'adaptent de plus en plus aux envies et aux attentes des salariés avec leurs offres de restauration. D'ailleurs, voici pour l'anecdote le palmarès des plats préférés des salariés selon une enquête de l'entreprise de restauration Foodel, et c'est Frigo Connecté que vous connaissez peut-être. Ils ont livré 25 000 repas en 2022 et établi donc les préférences. Voici le podium, écoutez bien, des plats préférés. Vous voyez, en numéro 1, ce sont des conchiglie à la rabbiata, sans l'accent. En second,
poulet sauce saté pimentée. Et le troisième du podium, c'est le bacon burger. S'adapter aux envies des salariés, c'est aussi une façon de lutter contre les déchets, bien évidemment. Notez d'ailleurs au passage que depuis 2 ans, 40% de l'offre de Foodel est dédiée maintenant aux plats végétariens, justement pour répondre aux envies et aux demandes. Il est important de rappeler d'ailleurs que, avant de s'intéresser au côté responsable, les solutions de restauration ou de snacking sont un véritable enjeu pour les salariés qui l'aperçoivent comme un élément indissociable de la qualité de vie au travail. Selon l'étude IFOP, toujours pour Foodel, réalisée en 2022, eh bien, 67% des salariés interrogés considèrent que le moment du repas influe sur le bien-être qu'ils ressentent au travail. La qualité de vie au travail et la pause repas ne sont pas dissociables. D'autre part, 3 salariés sur 4 pensent que l'offre de restauration a un impact positif sur l'attractivité d'une entreprise, que ce soit pour attirer des nouveaux talents ou pour fidéliser ses employés. Alors, pour en revenir à notre sujet, il y a 2 axes que nous allons essayer de traiter dans ce webinaire, le contenu et le contenant. Alors, pour le contenu et pour revenir au gâchis alimentaire, il y a d'abord, bien sûr, le premier réflexe que vous avez pour beaucoup, c'est-à-dire le don à des associations de ce qui n'a pas été distribué. Ensuite, vous avez de plus en plus de solutions qui sont disponibles pour l'organisation du tri, de la collecte, le traitement, la valorisation des déchets alimentaires vers des sites de compostage ou de méthanisation pour donner donc une valeur à ces déchets. Pour ce qui est des contenants, on constate quelques tendances intéressantes comme le retour en force de la consigne, la réduction des emballages jetables bien sûr et le développement des contenants réutilisables. On le sait, bon, vous savez, le verre ou le métal par exemple se recycle assez facilement. Avant d'en parler en détail d'ailleurs avec nos invités et voir quelles actions ils ont menées, je vous propose donc de faire un point sur les nouveautés 2023 en matière de réglementation avec notre responsable études et prospective, Monsieur Mario Fernandez, qui va nous éclairer. Hello Mario. Bonjour Miguel, comment vas-tu? Tu vas bien? Très bien, et toi? Parfaitement bien, je suis ravi de t'accueillir, car je le disais, tu vas donc nous éclairer sur les nouvelles réglementations en matière de déchets, mais pas que. Avant cela, tu voulais faire un point aussi sur des réglementations qui évoluent pas mal ces derniers temps, sur la mobilité, et notamment des nouvelles intéressantes avec, pour commencer, la prolongation des avantages en nature. C'est exactement ça, Miguel. On a eu quelques nouveautés sur les déchets, mais aussi sur la mobilité. Ouais. Donc, par exemple, si on reste sur la mobilité et parlons un peu des avantages en nature. Pourquoi? Parce que en fait, le gouvernement a prolongé l'évaluation des avantages en nature pour la mise à disposition par l'employeur de véhicules électriques et pour l'utilisation de bornes de recharge. Donc, je précise que ça, c'est important en fait parce que de base, ces dispositions étaient censées s'arrêter en 2022, mais ont été prolongées jusqu'au 31 décembre 2024. Très bien. Donc, voilà, encore plus de temps d'en profiter de ce dispositif qui fait partie des efforts de la France sur la transition écologique, sur l'électrification des flottes, sur plein de domaines qui nous concernent. Et alors, il y a des nouveautés aussi, Mario, concernant les bornes de recharge, mais pas n'importe lesquelles. Oui, tout à fait. Il y a aussi d'autres types de nouveautés sur les avantages en nature. Et là, on voit concrètement des avantages pour installer des bornes de recharge via des aides de l'employeur au domicile des collaborateurs. Et ici, on a 2 cas de figure. Le premier, c'est si l'employeur prend en charge une partie ou la totalité des frais d'achat et d'installation d'une borne de recharge à domicile, ou, et ça c'est légèrement différent, mais quand même, on reste sur une thématique similaire. Si l'employeur prend en charge une partie ou la totalité des frais d'utilisation d'une borne de recharge hors le lieu de travail, dans un cadre général, ou si l'employeur loue une borne de recharge pour le collaborateur, hors du travail, mais pas forcément dans le domicile. Et bien sûr, dans ce cas, on parle plutôt de la location de la borne en soi et pas forcément des frais liés à l'électricité.
Voilà. Très bien, c'est les deux cas de figure, effectivement. Et autre bonne nouvelle, les forfaits mobilité durable, on le voit sur notre petit graphique, sont revus à la hausse. C'est ça, c'est exactement ça. Ils ont été revus à la hausse de 700 € dans le cas du salarié du privé et de Ouais. 300 € si on parle des agents de la fonction publique. Très bien. Je précise on mettra à votre disposition, hein, des petites fiches récap, des petites fiches, des mémos, des fiches mémos sur le site de l'idée après ce mag. On passe, Mario, si tu le veux bien, au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc les déchets, avec des nouveautés, bien sûr, en 2023 dans la loi anti-gaspillage, pour commencer. C'est ça. Donc le premier point, c'est de savoir que depuis le 1er janvier, la vaisselle jetable est interdite dans tous les restaurants qui ont plus de 20 couverts et quand les repas sont servis sur place. Donc qu'est-ce Ouais, que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire que la vaisselle doit être réutilisable et ça concerne non seulement les gobelets, mais aussi les couvercles de gobelets, les assiettes, les récipients et les couverts. Je répète, ça concerne vraiment tout type de restaurant. On a ouais. parlé pas mal dans les médias des restaurants de la restauration rapide, hein, des Ah fast-food, ouais, mais ça, c'est juste parce qu'ils produisent énormément de déchets, parfois plus que d'autres types de restauration, mais ça mmh, concerne aussi la restauration d'entreprise. très Donc bien. voilà, ça c'est très important de savoir, Oui. puisque voilà, c'est intéressant pour plein de raisons, hein, ce dispositif, mais c'est intéressant aussi parce que bon, il faut le respecter, sinon on pourrait prendre quelques amendes. Oui, qu'est-ce qu'on risque justement, Mario, si on ne respecte pas cette nouvelle réglementation? Alors, d'après le ministère plutôt, excuse-moi, de l'écologie, c'est 1 500 € Ouais, d'amende pour ceux qui ne respectent pas le nouveau dispositif et en cas de récidive, on peut arriver jusqu'à 3 000 € pour ah ouais. une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale. Donc, voilà, il y a l'intérêt, de respecter cette loi parce que sinon on risque des amendes, mais il y a aussi, d'autres raisons, bien entendu. On ne fait pas des lois juste pour des amendes. Mais On fait non. aussi, notamment dans ce cas, voilà, pour les bénéfices que ça peut apporter à l'écologie. Ben On justement, quels Oui. sont les intérêts, Mario, de cette nouvelle réglementation, de cette nouvelle obligation? Et bah, tout simplement, cette, réglementation vise à éviter 130 000 tonnes de déchets jetables dans la restauration. D'accord. La restauration dans un sens, la restauration nationale, mais Mmh. bien entendu, la restauration d'entreprise contribue, à cet effort d'éviter des déchets, qui sont, souvent, difficiles à recycler ou qui polluent d'une manière ou l'autre, non seulement les écosystèmes en France, mais, les écosystèmes mondiaux. Très bien. Une question, que je te poserai dans un instant, Mario, qui arrive là sur la partie chat, une question de Fanny. Mais juste avant, je voulais terminer avec le dernier point que tu voulais évoquer. C'est la loi AGEC qui a été mise à jour. Je l'ai évoqué tout à l'heure, cette loi de février 2020. Et il y a quoi comme changement? Oui, alors, en effet, la loi AGEC, elle date de 2020, hein, elle n'est pas nouvelle. Ce qui a Ouais, changé, c'est le cadre des obligations. Je m'explique. Donc, pour rafraîchir la mémoire de tous ceux qui sont là, il y a une obligation de tri pour les établissements de restauration, mais qui produisent une certaine quantité de biodéchets. mmh, Maintenant, en fait, la mise à jour a été pour dire des établissements de restauration qui produisent ou détiennent plus de 5 tonnes de biodéchets par an. ouais. Et ça a été un changement parce qu'auparavant, cette obligation ne concernait que les producteurs de plus de 10 tonnes. Dit autrement, la loi est devenue plus exigeante Ouais. pour les restaurants dans le sens large, mais aussi pour les restaurants d'entreprise. Très bien. Merci Mario pour ces précisions. La question de Fanny, qui est avec nous, Fanny Chevalier, le sujet de la vaisselle jetable concerne-t-il également les espaces café, tisanerie, le coin thé? Ça concerne tout? Alors ça, c'est une excellente question. Ouais. Je pense que oui, mais je ne veux pas dire des bêtises. Donc Fanny, si tu veux, je peux revenir vers toi avec cette réponse. Très bien. Merci. En fait, comme Fanny, posez vos questions et aussi, tiens, répondez à nos questions. On a lancé un sondage. Je vais le lancer tout de suite. Je le publie dans la partie sondage, hein. Vous voyez en bas à droite, vous avez la partie chat, l'onglet chat. Hop, juste à côté, vous avez l'onglet sondage. Et cette Mhm. question, elle est simple, elle vous concerne tous. Donc, pour voir un peu les tendances, quelles mesures vous prenez pour une restauration responsable dans vos entreprises respectives? Vous avez plusieurs choix possibles. Vous cliquez sur le choix qui vous concerne et vous descendez pour soumettre votre vote. Voilà, vous scrollez
l'écran et vous allez pouvoir donner vos réponses, organiser le tri, recyclage des déchets, supprimer les emballages non durables, utiliser des emballages durables, organiser des dons alimentaires ou autres. Vous précisez dans le chat si c'est autre chose. Donc, n'hésitez pas à participer à ce sondage. Mario, je te propose de rester avec nous pour notre table ronde. Manuel, qui va nous rejoindre d'ailleurs, répond à Fanny. Ça, c'est bien. Tout le monde participe à l'effort collectif. C'est formidable. Super mise. Super. Merci beaucoup, Manuel. Manuel nous rejoint. Avant d'accueillir Manuel et Martin pour notre table ronde, Mario reste avec nous. Puisqu'on fait un magazine, je demande un jingle. Ils sont très, très bien, ces nouveaux jingles réalisés par notre Clémentine Agoun, qui a travaillé avec les plus grands, à TF1, à Canal+. Enfin bon. Bref, la table ronde. Et donc, ce sujet, la restauration se met au vert, avec donc Manuel Martins qui nous a rejoint, directeur adjoint de l'environnement de travail chez Danone. Bonjour Manuel. Bonjour à tous. Merci d'être là et merci donc d'avoir répondu et d'avoir confirmé, on va commencer juste par ça, qu'effectivement, les espaces cafés sont aussi concernés par les réglementations qu'on a évoquées avec Mario. Bien sûr. La loi AGEC, l'ambition, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de déchets possible, jetables. Et donc, oui, ça en fait partie. Les tisaneries, tous les espaces de restauration d'une manière globale dans vos établissements en font partie. Il y a Martin Gessler qui nous a rejoint, directeur de la logistique interne à l'Université de Lorraine et vice-président aussi de la délégation Grand Est de l'IDE. Est-ce que vous m'entendez, Martin ? Martin, un petit souci technique. On va essayer de régler tout ça pour entendre. On le voit, en tout cas, Martin est là. C'est une bonne nouvelle. On va régler ça et on va commencer ensemble, Manuel. Quand on a préparé ce magazine, vous me disiez que lorsque vous êtes arrivé chez Danone il y a 19 ans, vous avez tout de suite, vous êtes emparé tout de suite de ce sujet de la restauration responsable sur lequel vous travaillez depuis de nombreuses années. Alors, ça a commencé comment et qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? Alors, j'ai commencé en 2009-2010 à travailler la question. Ouais. Pour des convictions personnelles, mais également parce que ça faisait partie des valeurs de Danone. On ne peut pas avoir sur le fronton apporter la santé au plus grand nombre par l'alimentaire et puis gâcher de la nourriture. J'avais un vrai problème sur le fait qu'il y ait du gâchis, donc j'ai commencé par mesurer. Et ce que je vous dis là, il y a 10 ans, n'a pas beaucoup évolué. Vous pourrez le faire dans vos différents restaurants. En gros, vous avez un tiers d'emballage divers qui sont liés à tout ce qui rentre en termes de denrées dans le restaurant. Ensuite, il y a un tiers qui est lié, vous allez faire un maximum de frais, en tout cas je vous le souhaite dans vos restaurants, donc aux épluchures, et un tiers de gâchis parce qu'on le cuisine et que, en tout cas par le passé, on voulait une offre absolument pléthorique. Cette mode est passée, mais reconnaissez-le, avant on avait des cartes avec 5 entrées, 5 plats, 5 desserts, des cahiers des charges qui disaient que jusqu'à 14 heures, il fallait qu'on ait un choix complet d'entrée ou de dessert. Donc forcément, à 13h55, tous les desserts qui étaient produits, à moins d'avoir beaucoup de gourmands, certains étaient jetés parce qu'on ne pouvait pas les redistribuer le lendemain. Et donc, il y avait ce tiers de nourriture gâchée. Donc, j'ai travaillé sur plusieurs angles. Le premier, c'était sur la communication aux convives. Moi, je crois beaucoup à l'aspect pédagogique. C'est-à-dire par exemple, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. Une petite formation côté agents qui sont en cuisine pour qu'ils sachent amener une discussion avec le convive. Et puis, des petits panneaux qui disent « n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre ». Et en fait, on servait le juste besoin. Donc, il y avait une conversation avec le convive. Vous avez faim, vous n'avez pas trop faim, donc je vous mets un peu plus de pâtes, un peu moins de pâtes, voilà, ce qui permet quand même de présenter le plat. Donc, il y avait une discussion que je trouvais très intéressante et donc qui permettait à la fois de connaître un petit peu les envies, les goûts de chaque convive, mais également de pouvoir présenter le plat. Et en même temps,
on réduisait un peu le gâchis alimentaire. C'était l'une des mesures. La seconde, ça a été bien entendu un travail avec les élus, et ça a été très facile pour réduire la carte. 3 entrées, 3 plats, 3 desserts, ça va très bien. On l'a fait sur tous les restaurants et les gens étaient tout aussi contents à partir du moment où, là encore, on a des chefs qui sont un peu des DJ, j'aime bien le dire. Donc, ils sentent la salle, ils sentent ce que les convives souhaitent et donc, ils ont des plats qui sont ciblés et qui permettent à chacun de trouver un moment sympa. Très bien. Donc, d'abord, mesurer, adapter, oui. si je résume en quelques mots, mesurer, adapter les quantités, communiquer, c'est les premières étapes avant de s'intéresser déjà aux déchets, faire en sorte qu'il y ait moins de choses à gâcher, quoi. Exactement. Et là, vous allez normalement supprimer 2 tiers d'un tiers, donc 2/9 que vous allez réussir à supprimer au travers de cette communication, mais également au travers des actions directes que vous ferez sur la carte pour qu'il y ait moins de riz, etc. Le dernier tiers, le 1/9 qui reste gâché, celui-là, il y a des tas d'associations qui font ça très bien. J'ai commencé avec le chaînon manquant pour le citer, mais il y en a d'autres, avec des petits aléas logistiques, parce que ce n'est pas toujours simple de se déplacer quand on n'a pas beaucoup de gâchis. Si vous travaillez bien, vous allez en avoir peu, et donc vous allez connaître d'autres problèmes qui sont à qui je le donne finalement. Et puis, il y a aussi des tas d'acteurs dans le digital qui font ça très bien. Et puis, en dernier recours, il y a le compost. Vous l'avez dit, c'est très bien. Même si aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de gens qui veulent du compost, tout le monde en a. Et puis, la méthanisation, mais là encore, il faut un petit peu d'investissement. Mais ces 2 possibilités sont à étudier. Voilà. Et là, vous avez un schéma complet. Oui, vous avez un schéma complet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant, là, dans les dernières années, même avant le Covid, vous avez aussi mis en place, vous me disiez, ce qu'on appelle des restos zéro gaspillage. Ça veut dire quoi? Alors, c'est ça. Alors, j'ai continué ma réflexion et au bout d'un moment, le fait qu'on ne puisse pas tout donner, vous avez 2 kilos de riz, personne ne va se déplacer pour 2 kilos de riz. Or, 2 kilos de riz, ça serait bien utile à des gens qui n'ont pas forcément la possibilité de manger à leur faim tous les soirs. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inventé, avec des opérateurs que vous connaissez sur le marché, un restaurant anti-gaspillage. C'est-à-dire qu'il y a un chef qui est dédié que à ce restaurant, qui est plutôt ingénieux. Et donc, lui, il va récupérer le pain. Il va en faire, il va se débrouiller pour en faire un crunch ou quelque chose. Il va récupérer le fond de pâte, le fond de riz. Et puis, avec tout ça, il rajoute quelques aliments et il fait un menu complet, entrée, plat, dessert, à un prix, bien entendu, défiant en taux de concurrence, ce qui fait qu'on a 0 gâchis vraiment. Et alors, ça, c'est une étape en cours. C'est quoi les prochaines étapes, les prochains objectifs pour s'adapter et répondre aux nouvelles réglementations qu'évoquait Mario? Les nouvelles réglementations, pour moi, elles sont déjà comprises dans tout le plan d'action. Le fait de réduire tout ce qui est jetable, ça, je suis sûr que toutes les personnes qui écoutent sont à fond d'accord. Et donc, réutilisons du verre, réutilisons des choses qui sont durables, qui permettent d'être renettoyés et puis réutilisés. Ça fonctionne très bien. Tous les opérateurs aujourd'hui se sont déjà mis sur le sujet. Ils ont tous des solutions. Et ensuite, si vous pouvez avoir un espace anti-gaspillage avec un chef dédié qui fait des menus avec ce qui n'a pas été consommé la veille, ça, c'est l'idéal. Il y a une question de Patrice à laquelle vous pouvez peut-être répondre avant d'accueillir Martin. On va le faire un peu à l'ancienne parce qu'on a un problème de son avec Martin. Donc, on va le faire avec le téléphone et avec l'image quand même. Vous allez voir, ça va bien marcher. Les restes, est-ce qu'ils peuvent être distribués aux salariés eux-mêmes ou c'est interdit, Manuel? Non, on peut le faire. On peut le faire dans des conditions sanitaires qui sont à respecter, bien entendu. Vous allez le mettre à distribution à partir d'une certaine heure, à retirer avec une appli digitale ou pas, c'est à vous de voir. Mais donc, du coup, plutôt dans un frigo et surtout penser, en termes de responsabilité, à faire en sorte de leur remettre quelque chose qui leur permette de transporter le repas jusqu'à chez eux. Je dis ça parce que s'il n'y a rien de signé en termes de responsabilité, ils prennent le repas, quelle que soit la bactérie, ils sont très malades. On peut mettre en cause la responsabilité de l'entreprise parce qu'on ne sait pas si ça vient de la production, de la mauvaise mise en température ou du transport. Et donc, ce n'est pas terrible. Donc, l'idéal, c'est soit on signe un petit document qui dit qu'on est tout à fait conscient, soit on est extrêmement vigilant, et je vous conseille de faire les deux.
on est extrêmement vigilant sur la chaîne du froid et sur le transport jusqu'à son domicile. Donc, on remet des petites glacières. C'est pas très cher et c'est sympa. Très bien. On accueille donc Martin. Alors, on va faire un petit test. Martin, vous m'entendez? Oui, bonjour, excusez-moi. Et est-ce que vous entendez Martin, Manuel et Mario? Oui? Bah, parfaitement. On va le faire comme ça. Oui, je suis désolé. Il n'y a pas de souci, on se débrouille. Martin, on évoquait à l'instant avec Manuel, vous avez eu le temps peut-être d'écouter ce qui a été dit, notamment sur les déchets alimentaires. Vous avez aussi, vous, travaillé sur les contenants, sur les déchets, les plastiques notamment. Comment ça s'est passé? Depuis quand vous travaillez là-dessus? Tout à fait. Alors, nous, on est une université avec 62 000 étudiants et 7 000 agents, ce qui fait un peu une ville de 70 000 personnes, en fait, qui vont tous les jours dans nos sites. Et le problème qu'on a, c'est que, en fait, la nourriture, la partie... Alors, on n'est pas le Crous, donc on va essayer la partie tout ce qui est restaurant universitaire, mais la partie ambulatoire nous produit énormément de déchets. Donc, on a mis à peu près plus de 3500 îlots de tri pour essayer de faire du tri pour les emballages et l'ensemble des flux. Mais on se rend compte que nos étudiants, s'ils sont tous concernés par le développement durable, sont assez peu enclins à suivre les règles. Et donc, notre objectif, c'est vraiment de réduire les déchets à la source. En fait, quand on regarde par exemple les machines à café, c'est 5 millions de gobelets qui sont jetés chez nous par an. Donc 5 millions de gobelets, c'est quelques secondes d'utilisation d'un gobelet en café et puis des semaines, des années dans l'enfouissement ou d'être brûlés dans un incinérateur. Pareil pour les bouteilles et les canettes. Chez nous, c'est 300 000 canettes et bouteilles qui sont achetées sur nos sites et jetées. Et donc, notre stratégie a été de réduire les déchets à la source en se disant, pour les bouteilles et les canettes, on va proposer donc déjà la mise en place de remplisseuses de gourdes gratuites pour donc des nouvelles fontaines à eau à fort débit avec un système suffisamment haut pour qu'on puisse mettre des gourdes. Et deuxièmement, on s'est dit pour avoir une alternative à l'eau aromatisée vendue dans les Volvic ou les systèmes je ne vais pas dire de marque, mais de thé qui sont aromatisés, on a mis en place un système de fabrique à boissons qui permet de vendre de l'eau en vrac, c'est-à-dire de mettre une gourde et vous choisissez entre 3 arômes avec plat ou gazeux. Voilà. Mais c'est ce qu'on avait vu d'ailleurs lors des derniers trophées. Vous aviez présenté donc cette mise en place et on avait eu les témoignages des étudiants qui appréciaient beaucoup cette fabrique à boissons. Voilà, et on se rend compte que c'est quand même difficile d'arriver à faire adhérer les étudiants, mais on est un peu aidé par la conjoncture parce qu'en fait les étudiants sont très formatés. Le goût des étudiants quand ils boivent des marques de soda, cola, ils ont ce goût-là dans la bouche, c'est difficile de leur faire choisir. Mais en fait, on est aidé par la conjoncture parce qu'on se rend compte que tout ce système du vending, la vente de distributeurs automatiques, est en train un peu d'avoir un modèle économique qui s'effondre parce que le prix du sucre a été multiplié par 2, le prix des emballages est très fortement augmenté, le café, le cacao, et leur prix de vente, eux, ne peuvent pas augmenter parce qu'ils ont un prix psychologique qu'ils ne peuvent pas dépasser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on assiste à un retrait des vendeurs de distributeurs automatiques qui nous disent, nous, c'est plus rentable, on retire nos machines. Et donc, on a à la fois une logique écologique qui fait qu'il faut qu'on substitue des produits avec des emballages à des produits sans emballage et une logique économique qui fait qu'un modèle économique n'est plus rentable. Ce qu'on essaye de faire actuellement, c'est de remplacer les produits on va dire de grandes marques classiques par des produits locaux en circuit court, mais ça demande en fait donc d'aller acheter des madeleines dans les fabricants à côté, de les mettre en place. Ça veut dire être nous-mêmes acteurs de notre vente à emporter en direct. C'est comme ça que vous essayez de favoriser l'économie circulaire. C'est ça. On va essayer, en fait, en se disant finalement, comme les entreprises de vending nous disent, nous c'est plus rentable, on retire, et ben on va essayer de mettre en place des distributeurs qu'on loue. Donc on prend le risque économique et on va les recharger avec nos agents en achetant directement. Alors on a par exemple un fabricant de compotes de fruits lorrains, des fabricants de madeleine, il y a beaucoup de fabricants de madeleine en Lorraine. Et donc, on va rentrer dans une période de test, mais on ne sait pas si on arrivera à battre, en fait, parce que le coût est formaté, en fin de compte. Question dans le chat pour vous, Martin. Anne demande, en termes de facturation auprès des étudiants, pour la fabrique à boissons, comment ça fonctionne ? Alors, c'est un système de paiement à carte. On n'a pas d'argent liquide, tout est en paiement sans contact. Et c'est donc 80 centimes, 33 centilitres d'eau aromatisée. Donc, en fait, avant, les canettes étaient vendues plus cher. Donc, résultat, c'est à peu près
équivalent. Je vous propose, tiens, pour celles et ceux qui n'étaient pas là à Cannes en novembre dernier, de revoir le petit film que vous nous aviez présenté de quelques secondes, justement sur l'usage et sur comment ça marche, aurait dit Michel Chevalet, cette fabrique à boissons. Regardons ça ensemble. Super bon, léger, pas trop sucré, donc c'est bien. Ouais, super. J'y vais quasiment tous les jours. Du boisson rosé, c'est super bon. J'aime bien prendre de l'orangeade aussi. Il faudrait même à la cafétéria. Vraiment, le principe zéro déchet, on l'a là. Donc, on l'a vu, effectivement, le principe zéro déchet, on l'a, Martin. L'accueil est très positif auprès des étudiants. Oui. Mais en fait, on va avoir encore une amplification avec la suppression de la concurrence, puisque avant, on avait à côté de ça des distributeurs classiques de bouteilles, et là, ils vont disparaître, et ça va nous permettre d'avoir normalement amplifié le système. Donc, on espère pouvoir rentrer dans une ère un peu où quelque part, il n'y aura pas le choix, parce qu'ils seront obligés de rentrer dans cette logique-là. Donc, le succès sera encore plus grand. Manuel, une réaction à ces nouvelles idées pour tenter de réduire les déchets ? Moi, je ne peux qu'encourager. Tout ce qui permet d'avoir moins de déchets, on parlait des gobelets tout à l'heure, ça ne peut être qu'encouragé. Vous parliez des canettes qui étaient distribuées avant ou des bouteilles plastiques. Donc là, du réutilisable, c'est parfait et ça ne m'étonne pas du tout que la population étudiante le reçoive très bien. Je pense que nos salariés le recevront de la même façon. Mario, peut-être une réaction par rapport à la remise en place de Manuel et de Martin ? Je pense que l'initiative est géniale. Je pense que c'est l'avenir. Et je pense tout simplement qu'elle suit des tendances qui existent déjà dans le monde dans la consommation à plus grande échelle. On voit par exemple, Frédéric Bertrand parle du système en vrac, par exemple, pour les fruits secs. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas appliquer ça dans le monde des boissons et d'autant plus dans des espaces d'études, de travail, etc. Bon, je vous propose, messieurs, vous vouliez dire quelque chose, Martin, vous vouliez ajouter un mot ? Non, je veux dire qu'en fait, c'est pas encore complètement gagné parce que il faut qu'on arrive à prendre une nouvelle habitude, quoi. On se rend compte que les changements de goût sont vraiment pas évidents. Les gens sont formatés, quoi. Donc, je pense que il va nous falloir 1 an pour installer vraiment minimum ce nouveau système, en fait, voilà. Très bien. Martin, Manuel, vous restez avec moi. Avant d'accueillir notre prochain invité, je voudrais qu'on jette un petit coup d'œil sur le sondage et la question qu'on vous a posée. Quelles mesures vous prenez pour une restauration responsable ? Pour le moment, en tête à 45%, on a optimisé le tri et le recyclage des déchets. C'est la première mise en place, le premier réflexe que vous avez. En second, utiliser des emballages durables. Et ensuite, supprimer les emballages non durables. Voilà, dans l'ordre, pour le moment, le podium s'organise de cette façon. Donc, continuez à participer, à répondre dans l'onglet sondage à cette question. Et nous allons maintenant accueillir donc notre prochain invité qui a gagné le prix spécial du jury au dernier trophée de l'Arseg IDE. Jingle. Voilà, c'est Cyril qui nous a rejoint. Cyril Marcer, le fondateur et gérant donc, de C-Multiserve. Bonjour Cyril. Bonjour à tous. Bienvenue Cyril. J'ai oublié de remercier Mario qui est parti parce que j'ai oublié de lui dire au revoir. C'est scandaleux. Merci Mario d'avoir été avec nous. Cyril nous rejoint. Mario revient. Ça s'en va et ça revient, c'est Mario. Cyril, merci d'être là. Je le disais, vous avez reçu ce prix spécial du jury pour cette initiative, donner envie à vos employés de manger ensemble, de repenser la cantoche. On va voir en illustration de ce que vous allez nous dire quelques petits éléments clés sur ce projet.
resituer pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ça a commencé comment, quand, pourquoi? Écoutez, tout simplement, déjà, c'est Multiserve est une société de facility management, donc on travaille nationalement pour pas mal d'enseignes. C'est avéré que pendant le temps du Covid, nos salariés se sont retrouvés en télétravail, un peu comme tout le monde. On a dû maintenir notre activité. Et on a souhaité à ce moment-là se mettre sur un projet commun afin de pouvoir rallier l'intégralité de nos salariés à pouvoir discuter de projets. Et du coup, le restaurant La Cantoche est né parce qu'on souhaitait un endroit là où on pouvait tous se retrouver. Partir d'un local qui se retrouvait vide à devoir l'aménager avec toute la réglementation qui s'y impose. Et puis voilà, puis ça a été une aventure qui a été gagnante parce que les salariés peuvent manger à l'heure actuelle chez nous au prix de 1 € par jour. Avec que des produits sains, donc on travaille qu'avec des producteurs locaux sur sur tous nos produits au quotidien. On vend des pâtes, on vend des wraps et on vend des salades. Et également maintenant depuis un peu plus de 2 mois, des menus quotidiens tous les midis qui sont modifiés au gré des envies des salariés qui peuvent choisir tout simplement ce qu'ils souhaitent manger. Alors, on voit le modèle économique. Vous parliez donc de création d'emplois. Il y a 2 CDI qui ont été créés pour la Cantoche. Et on voit donc là la répartition et comment fonctionne cette Cantoche. Alors, là, vous avez, à mon avis, encore les 50 centimes avant toutes les augmentations tarifaires. Voilà, donc oui, on est passé donc sur un prix maintenant de 1 € parce que le saumon ou le poulet ou même les huiles et autres ont augmenté. Oui, la prise en charge employeur qui est plutôt importante parce qu'on monte à presque du 7 € par jour par salarié. Ça leur permet à eux de pouvoir avoir des économies. Et puis oui, on a plus de 80% des salariés qui mangent au quotidien avec également l'ouverture du restaurant aux personnes extérieures. Donc ça veut dire que des entreprises qui sont non loin de notre restaurant peuvent venir s'arrêter et prendre leur menu tous les midis. Et oui, il y avait d'ailleurs quelque chose qui nous avait interpellé quand vous nous aviez parlé de cette ouverture sur l'extérieur, c'est que vous aviez remarqué que des lycéens étudiants du coin avaient abandonné le fast-food pour venir chez vous. C'est ça. En fait, on est sur un village qui s'appelle Le Soleil. Bon, c'est un village avec un peu plus de 9000 habitants. On a une grosse école qui s'est ouverte qui s'appelle l'IDEM, qui est une société, qui est une école en numérique. Et les jeunes, au lieu de manger McDo ou de bouffer des hamburgers, des pâtes, des pizzas, etc., préfèrent manger équilibré et manger des produits de saison. D'accord. Vous fournissez dans les entreprises locales, bien sûr. On n'a que des producteurs locaux. Ouais. Bon, la chance d'être dans le 66, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'agriculteurs. Voilà, c'est un peu la chance qu'on a par rapport à Paris. Et puis on a pu créer 2 emplois sur la Cantoche avec Clémence et Luna qui vous attendent tous les jours. Et puis on fait maintenant également des événements. C'est-à-dire que il y aurait une inauguration ou un cocktail dînatoire à devoir organiser. Voilà, on est capable de pouvoir le faire également. Des remarques peut-être, Manuel et Martin, sur cette expérience créatrice d'emplois qui favorise les circuits courts, qui est un succès. Qu'est-ce que vous en pensez, Manuel ? Alors, à cette échelle-là et dans cette région-là, moi, je trouve ça génial. Ensuite, essayer de faire sa propre restauration dans des entreprises, je ne sais pas, Cyril, combien de personnes déjeunent au quotidien sur la Cantoche ? On est à entre 45 et 50 salariés qui mangent tous les jours. En dessous de 60-80 personnes, ça a du sens d'essayer de le faire en interne. Ensuite, les coûts pour produire et pour gérer le personnel, souvent, sont plus chers que si on externalisait cette activité. Donc, je trouve ça très bien de pouvoir le faire. Je sais qu'il y a des sociétés de grande taille qui l'ont internalisé, mais ils sont clairs sur le fait que ça coûte plus cher que de l'externaliser, mais ça fait partie des valeurs de Multiserve et je trouve ça très bien. Je ne peux qu'applaudir. Bravo de l'avoir fait, parce qu'en même temps, ça permet de faire attention au porte-monnaie des salariés qui composent la société. Et 8 €, c'est très, très bien parce que ça fait partie vraiment des fourchettes basses dans le ticket moyen
Généralement, ça monte à 9-10 euros plus tôt. Voilà. Une remarque ou une question peut-être, Martin? Oui, moi j'avais une question, c'est au niveau de la difficulté de garder, de recruter les personnes qui font, parce qu'on sait qu'il y a une tension sur les gens qui travaillent dans la restauration. Est-ce que vous n'avez pas peur que vos cuisiniers soient happés par d'autres employeurs en fait, et comment faire pour les remplacer s'ils partent en fait? Alors, à l'heure actuelle, là où on a quand même une force, c'est que les 2 personnes qui ont été employées, ça leur permet déjà de ne pas travailler le soir dans la restauration et de ne pas travailler les week-ends dans la restauration. D'accord, ça leur met la vie, quoi. Donc forcément, c'est un atout dans la restauration que c'est quand même compliqué de trouver des postes à cette échelle-là. Donc non, et puis elles sont hyper investies. Et puis si ça peut être un tremplin également pour pouvoir leur permettre de travailler également dans des structures plus importantes par la suite, très sincèrement, pourquoi pas? Parce que de toute façon, on voit bien à l'heure actuelle, on n'arrive pas à retenir forcément plus nos salariés s'il y a tout le cadre de vie qu'il faudra autour. Donc et puis c'est aussi, ça leur permet aussi de faire de l'expérience et puis peut-être qu'ils partiront pour ensuite mieux revenir. Ouais. Comment vous gérez? On parle de la mise en place. On va d'ailleurs regarder dans un instant le petit film qui avait été fait pour les trophées. Mais vous, pour ce qui est ensuite des déchets, pour le tri, le recyclage ou l'utilisation des emballages durables, qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors nous, maintenant, on a mis des emballages qui sont réutilisables par les salariés, vu qu'ils y mangent au quotidien, c'est le plus simple. Donc tous les jours, on récupère les emballages. Ensuite, pareil, hein, on travaille avec des plateformes pour quand on a du trop plein de marchandises pour les reventes, et on le propose également aux salariés avant tout, parce qu'il y a des salariés qui travaillent également le week-end chez nous ou qui sont d'astreinte le soir. Donc, ça leur permet aussi de, quand ils rentrent, de pas forcément préparer à manger. Il faut savoir que nous, en complément de cela, on a mis également des paniers de fruits, de légumes et des courses, le poulet, enfin voilà, tout ce qu'on achète au quotidien. Les salariés peuvent se servir à des prix attractifs également pour leurs courses du quotidien. Donc, du coup, ça permet de créer un maillage également à ce niveau-là. Donc, puis après, il y a le tri sélectif au quotidien, comme tout le monde fait à la maison, je pense. On est bien d'accord. Tiens, regardons. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la cantoche, regardons ensemble à quoi ça ressemble. Bon, ils ont l'air contents, hein. Ça serait difficile. Je pense, ouais, je suis bien d'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup Cyril, merci beaucoup Manuel, merci Martin. Vous vouliez peut-être ajouter un mot de conclusion chacun? Je vous donne la parole. Martin? Eh bien, en fait, je pense que quelque part, la période dans laquelle on vit, et avec les transformations de tarifs, nous oblige à bouger, en fait. C'est vécu comme une crise, mais finalement, ça va nous obliger à faire plus vite des choses qu'on n'aurait pas pu faire avant. Donc, c'est une opportunité, je pense, voilà, qu'il faut saisir. Très bien. C'est bien d'avoir un mot comme ça encourageant vers l'avenir. Merci beaucoup, Martin, d'avoir été avec nous. Manuel, quelques mots? Oui, dire que c'est un sujet qui, on est français, et donc du coup, on est très attentif à ce qu'il y a dans l'assiette. Donc le genre de projet comme Cyril l'a porté, c'est des sujets qu'il faut essayer de développer en interne. Je vais vous donner un exemple. Dernièrement, j'ai demandé au personnel d'un bâtiment, ils sont 1000, ce qu'ils seraient prêts à faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Et ce qui est arrivé à ma grande surprise, c'est pas baisser la température d'1 degré, ça arrive dans les premières réponses, mais c'est pas la première. La première, c'est moins de viande dans l'assiette. Ils sont prêts à faire en sorte qu'il y ait moins de viande et donc plus de légumes pour faire plus attention au rejet de CO2. Donc voilà, c'est un exemple. On est tous très attentifs et donc très sensibles à ce que les entreprises peuvent mettre en place. Bravo à Cyril pour ce qu'il a fait. Oui, mais Manuel, moins de viande, ça veut dire moins de pata negra et de lomo, Manuel. C'est dur. Moins souvent, avec plus de plaisir.
mais de la meilleure qualité, c'est ça que vous voulez dire. C'est exactement ça. Merci beaucoup, Manuel, d'avoir été avec nous. Merci, Martin. Merci, Cyril. Merci à tous les trois. S'il y a des questions qui arriveront plus tard sur le chat pour vous, on vous les transmettra, bien évidemment. Merci à tous les trois d'être… Moi, Miguel, je voulais juste rajouter une petite Avant que vous partiez, juste avant… je voulais juste rajouter un petit quelque chose. Alors, allez-y, Cyril, pardon. Juste dire qu'il n'y a pas nécessité d'être un énorme groupe pour pouvoir réussir à faire le bien autour de soi. Et que voilà, on en est la preuve. On est passé de 2 collaborateurs en 2015 à 148 collaborateurs à l'heure actuelle. Et on est passé par des phases où ça n'a pas été évident. Mais à l'heure actuelle, on voit bien qu'avec les salariés, travaillant sur un projet commun, on arrive à pouvoir faire ce qu'on a fait. Donc, j'encourage toutes les entreprises à pouvoir le faire. Très bien. Il faut avoir des idées. Ouais. C'est une excellente conclusion. C'est parfait. Je peux juste ajouter quand même le sondage, vous dire qu'il y a donc ce podium maintenant vraiment de priorité. Optimiser le tri recyclage des déchets en 1, utiliser des emballages durables en 2 et supprimer les emballages non durables en 3. Voilà pour le podium. Merci messieurs. Restez avec nous quand même parce que là maintenant, on va faire un petit tour dans le monde et on va filer tout de suite au Japon avec le repéré pour vous. Merci messieurs. Merci à vous. Et oui, on file au Japon pour commencer ce repéré pour vous. J'essaie de glaner comme ça des informations intéressantes pour nous tous. Et pourquoi partons au Japon? Eh bien, parce que c'est un pays où la restauration d'entreprise connaît un succès nouveau. En fait, il faut savoir qu'au Japon, avant le Covid, avant la crise du Covid, les salariés japonais allaient en grande majorité se restaurer à l'extérieur. Ils ne restaient pas dans les cantines ou les espaces dédiés dans leur entreprise. Ils allaient à l'extérieur. Ils venaient moins au bureau au moment du Covid ensuite et donc mangeaient chez eux. Et bien maintenant, les grandes entreprises là-bas se sont rendues compte que c'était un bon moyen de donner envie aux salariés de revenir au bureau. On a des exemples, vous le voyez en illustration, de cantines qui ont été créées chez Shiseido ou chez NEC, qui ont donc complètement repensé leur offre de restaurant d'entreprise avec ce vrai point d'attraction pour faire revenir les salariés. Et ça marche. Les nouvelles offres et les nouveaux espaces ressemblent à des lieux de coworking. Les entreprises proposent moins de plats, mais de qualité. Ça rejoint ce que disait Emmanuel tout à l'heure, à un bon prix. Et ils continuent à travailler ensemble. Et de fait, les employés ont plaisir à se retrouver dans ces nouveaux espaces dédiés au Japon. C'est une tendance très, très forte en ce moment au pays du soleil levant. On revient, si vous le voulez bien, maintenant en France avec une collecte qui est la collecte la plus originale, la collecte de déchets la plus originale de France. Ça se passe à Stein, oui, à Stein, en Seine-Saint-Denis, où plusieurs fois par semaine, Quêteur, c'est son nom, c'est un cheval de la Société des alchimistes qu'on salue. Quêteur, il passe dans les quartiers récupérer les déchets alimentaires des cantines, d'entreprises et des écoles. Et ce qui est bien, c'est que tout le monde à Stein le connaît Quêteur, tous les enfants le connaissent son rôle, à quoi sert la collecte et les composts qu'on en fait une fois produits. La collecte hippomobile, c'est son nom, est un vecteur plein de succès et particulièrement efficace de sensibilisation d'ailleurs auprès des plus jeunes. Ça renforce aussi le lien social dans le quartier. Et puis, puisqu'on est sur une vague d'optimisme là, tiens, pour l'avenir, on va saluer dans ce repéré pour vous le succès de Bolk. Alors, eux aussi étaient présents en candidature au dernier trophée. Gros succès pour ce distributeur robotisé de plats cuisinés qu'on vous avait donc présenté, qui s'inscrit bien dans notre thème, car il vise aussi à réduire les déchets, à limiter son impact carbone. Il s'en installe de plus en plus dans les entreprises depuis 1 an. Il vise aussi d'ailleurs les universités, ça pourra intéresser Martin qui était avec nous. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, ce distributeur, donc, c'est un peu plus grand qu'un frigo connecté, 2 mètres carrés, avec un distributeur qui se compose côté face d'un écran digital, donc, pour commander. À côté, vous avez une vitrine avec 24 cylindres qui contiennent donc des produits frais, locaux, de tous les ingrédients nécessaires pour composer vos salades, vos plats, plats qu'on peut aussi d'ailleurs réchauffer. Et les desserts, c'est à la carte ou sur mesure
Vous récupérez votre plat en moins d'1 minute dans un bol recyclable. Là aussi, ça rejoint notre thème, avec des couverts en bambou. On est vraiment dans cette restauration responsable, d'autant qu'une seule prise de courant suffit. Plus de 300 combinaisons sont possibles pour 2 tailles de plats. Alors, il ne s'agissait pas de leur faire de la pub, mais de saluer un vrai succès, d'autant que cette machine, ce distributeur, ce robot est fabriqué en France dans le 18e arrondissement. Voilà pour le repérer pour vous du jour. On va maintenant passer, je regarde s'il y a des petits messages sur le chat au cas où il y aurait des petites questions. Il y a juste des bravos pour nos intervenants, c'est formidable. On va terminer donc, je le disais maintenant, chers amis, en beauté, avec l'actu de l'idée. Pour passer en revue l'actu de l'association, j'accueille mesdames Chloé Meyer et Clémentine. Bonjour. Bonjour Miguel. Bonjour Miguel. Bon, comment tu vas alors cette rentrée 2023? Ça va très très bien. Alors je vous avoue que j'étais pas en mode économie d'énergie ou développement durable, mais j'ai eu un petit problème de lumière. Hein. Vous avez vu, à la limite j'étais quasiment à le faire à la bougie, mais tout va bien. On est là. Écoute, ce mag aura commencé sur les chapeaux de roue. C'est un truc de fou. Cette année 2023 va être riche et vous êtes là pour ça, pour nous parler de toute l'actualité de l'association. Tout à fait. Et donc, pour nous, le début de l'année a bien commencé. On a pas mal de petites actus à vous transmettre. La première, saviez-vous que l'idée fait partie de l'AICN, autrement dit l'Alliance immobilière de convergence numérique. Mais qu'est-ce que cela implique ? Il y a 1 an, sous l'initiative de l'APROMA, l'idée s'est alliée à 11 autres associations professionnelles avec 2 objectifs principaux. Le premier, créer un référentiel d'interopérabilité, donc une standardisation des échanges informatiques. Et le deuxième objectif, donc réunir des assets facility et property managers pour partager une définition commune des données du bâtiment et donc faciliter et fluidifier les échanges entre les acteurs de l'immobilier. Et donc, suite à cette alliance, pour fêter les 1 an de l'alliance, une charte a été signée, appelée EcoWatt. Elle a été portée par le RTE, Réseau de transport électrique. Plus de 100 entreprises ont marqué leur implication en faveur d'une meilleure consommation électrique afin d'assurer un bon approvisionnement pour tous en électricité. Et donc, comment ils ont réalisé cela? En créant un site internet, EcoWatt, qui prévoit la consommation d'électricité en France dans les 4 jours à venir. Pour rester sur le même thème, nous informons qu'une boîte à outils sur la thématique de la sobriété énergétique est à votre disposition sur notre site de l'idée. Et notre pôle études et prospectives nous a déniché des fiches, mais également des conseils pratiques de la part d'autres organisations comme le CEREMA ou l'ADEME pour faciliter vos actions au quotidien. Il est beau le nouveau site, hein, il est superbe. Merci Miguel, pardon. C'est pas grave, ça marche aussi. Et qui dit nouvelle année, dit nouveauté, puisque le pôle études vous réserve cette année une petite surprise, donc des sondages tous les mois, des mini-sondages, puisqu'en réalité, ils ne vous prennent que 3 minutes pour toute réponse, et ils vous permettent du coup d'avoir pas mal de données sur des thématiques comme le coût de l'électricité en France, la restauration d'entreprise et plein d'autres. Donc surtout, on vous invite à répondre au petit questionnaire en vous rendant sur la page d'accueil de notre site internet qui s'affiche là et vous voyez donc la petite rubrique de l'enquête sur. Voilà, donc n'hésitez pas et ainsi vous aurez du contenu de qualité. Voilà, il y a Mario qui dit n'hésitez pas à participer sur le chat. On va saluer d'ailleurs Charlotte qui l'a rejoint dans la team d'études. Tout à fait. Bienvenue Charlotte. Nous allons maintenant passer à la météo de l'idée. On va se rendre dans la délégation Aura pour ce mois de février hivernal où le soleil éclaircira le ciel de la ville de Grenoble le 28 février prochain pour une découverte du bâtiment intelligent et énergiquement neutre du site Intensy Schneider Electric. Nous allons maintenant passer à la délégation Ouest où une masse d'air chaude survolera la ville de Nantes le 2 mars prochain pour une conférence sur les indicateurs Bussy-Ratio en présence de la présidente de l'idée, Latifa Akou, sur le site du Crédit Agricole.
Et enfin, nous terminons notre petit tour de France par l'Île-de-France, où les températures seront clémentes le 22 mars à la Scène Musicale pour une conférence ensoleillée sur le métaverse, mythe ou future réalité immersive des environnements de travail. D'ailleurs, Miguel, on t'y retrouvera sur scène, puisqu'il Oui, s'agit d'un effectivement. rendez-vous en présentiel. Oui, tout à fait. Je serai là avec Nathalie Badreau, qui est une experte de ces mondes dits virtuels, en tout cas de ces mondes qui font appel à la réalité augmentée, le métaverse. On essaiera justement de vous donner une définition vraiment la plus claire possible aussi, et quels sont les apports potentiels que ça peut avoir pour les environnements de travail. Il y aura Maître Falconnier, Philippe Falconnier, qui sera aussi avec nous, qui est un avocat spécialiste du droit du travail, pour voir justement les périmètres que cela concerne pour le métaverse. Bref, on vous invite à nous rejoindre à la Scène Musicale. Et surtout, Miguel, on aura le privilège de te voir tester en direct le matériel et de recevoir tes premières impressions. Et vous, mesdames et messieurs, vous pourrez également tester le matériel dans 3 petits ateliers qui suivront la conférence. Effectivement. N'hésitez pas à vous inscrire. Donc, il y aura effectivement, comme vous le dites, les tests de matériel avec les masques pour se mettre in situ. Et puis, on vous fera visiter ce lieu magnifique qu'est la Scène Musicale à Boulogne sur l'île Séguin. Vous avez terminé, Miguel. Non. Ah bon, j'ai eu peur. Le meilleur pour la fin. Ah, bah Sachez oui. qu'avec Chloé, on vous prépare un super stand haut en couleurs pour à l'occasion de la 10e édition du Workspace Expo, Salon des achats et des environnements de travail. Donc, on vous attend à partir du 4 avril sur le stand de l'idée. Vous retrouverez également, comme d'habitude, nos 6 conférences planifiées par le pôle études et prospectives. D'ailleurs, si vous voulez le détail, n'hésitez pas à aller sur l'agenda de notre site internet, tout y est. Et puis bon, Chloé, est-ce qu'on leur donne un petit indice sur la thématique du prochain stand? Allez, on va être gentil. Attention, c'est rapide. Voilà, c'est déjà passé. On vous laisse imaginer du coup ce que sera notre futur site. C'est le stand. Non. Oh là là. Oh, le teasing. Et ouais, t'as vu ça? Oh, vous êtes trop forte. Et parce que nous aimons nos adhérents, nous vous souhaitons à toutes et à tous une joyeuse Saint-Valentin. Ah, ça c'est bien. Vive l'amour avec des cœurs partout. On vous envoie des cœurs. Chloé et Clémentine, merci. Il y a Lucilia qui nous demande à quelle date a lieu l'événement du métavers. C'est donc le 22 mars. Lucilia, 22 mars, en fin d'après-midi, à partir de 18h ou 18h30, je ne sais plus, à la Scène Musicale. Voilà, à Boulogne. Il faut s'inscrire. Vous avez dû recevoir un petit mail vous invitant à le faire. Oui, une relance d'invitation par, je crois que c'est demain, Chloé. Voilà, c'est ça. Super. Demain, donc n'hésitez pas à vous inscrire avec le petit lien qui vous parviendra. Parfait. Eh ben, merci beaucoup, Chloé et Clémentine. Merci à Mario qui a été à nos côtés pour fabriquer ce mag. Merci à Clémentine Agoun qui a réalisé le nouvel habillage magnifique et comme à chaque fois réalise ce magazine, ce webinaire. C'est très beau, cette nouvelle identité visuelle. Bravo à elle. Merci à vous d'avoir été là, de nous avoir suivis. Et vous retrouvez bien sûr ce mag en replay sur le site de l'idée. Et on se retrouvera au mois de mai pour le magazine numéro 12. Ce sera le 16 mai, si je ne m'abuse. Et en général, je ne m'abuse que très rarement, mais je vérifie en direct. On va te faire confiance, Miguel. C'est ça, je vérifie, c'est du direct. Merci à tous d'avoir été là. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous. On vous mettra des petites fiches, mémo de ce qui a été échangé, des chiffres qu'on a partagés avec vous dans ce mag dédié à la restauration responsable. J'ai envie de vous dire bon appétit maintenant, et bonne soirée. Ciao, ciao.